Compagnons traders, bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je suis à Moscou, comme l'image l'indique, dans mon bureau, et c'est parti donc pour l'analyse des marchés. Alors on va commencer avec le Dow Jones, comme à notre habitude. Je vais redécaler la barre pour me mettre juste voilà, au vendredi 31, date à laquelle j'avais fait la petite analyse de marché. Alors, je vais premièrement vous donner quelques éléments de contexte que j'ai notés, puisque c'est important de comprendre pourquoi on a eu quand même une jolie baisse ces derniers temps, et ensuite on va se parler de prospective financière. Alors, premièrement, effectivement, il ne faut pas oublier que hier on a eu une journée quand même assez importante. Nous avons eu en fait les chiffres de l'emploi américain, et ces chiffres de l'emploi américain étaient très bons. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre Guillaume, si les chiffres de l'emploi américain sont bons, pourquoi la bourse baisse? Eh bien c'est très simplement parce que si les chiffres de l'emploi progressent, ça veut dire s'il y a des créations d'emplois, et donc si le chômage diminue, et c'est le cas, on a un taux de chômage de 3,9% aux États-Unis, et certains considèrent que c'est un taux qui s'apparente au plein emploi américain. Eh bien, vous avez également un phénomène de hausse des salaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de monde dans certains secteurs pour satisfaire la demande. Et donc, une hausse des salaires, c'est quoi? C'est de l'inflation. C'est des prix qui augmentent. Et ça, en fait, l'économie américaine n'aime pas beaucoup, puisque en ce moment, on a plutôt une tendance inverse, on a une tendance inflationniste. Donc, la Banque centrale va vouloir réaugmenter les taux. Et en effet, quand on lit la presse américaine, on voit que le taux de chômage est de 3,9%. On a également le taux de salaire horaire qui a monté de 0,6% sur un mois. Et donc, on comprend bien que ce sont des arguments massus pour la Fed pour avancer le resserrement en fait, de sa politique monétaire. Pour terminer cette petite analyse macroéconomique en fait de contexte, je dirais également que vous avez le taux obligataire américain, le 2 ans et le 5 ans, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis mars et janvier 2020 respectivement. Donc on a bien effectivement un phénomène logique, c'est les vases communicants. Si le marché action baisse, eh bien on a cette réaction boomerang sur le taux obligataire. Alors on va regarder maintenant l'action du prix. J'ai donné ces petits éléments de contexte pour introduire notre séance d'analyse. Le prix, vous voyez que effectivement j'avais plutôt annoncé une baisse, après une magnifique hausse, on avait touché quand même les plus hauts historiques. Pour moi c'était logique qu'on vienne baisser, voilà, corriger un tout petit peu. Alors est-ce que ça a été le cas? Non, en fait très rapidement on a commencé à monter, retester le niveau de vendredi dernier, et on a fait que monter pour quasiment atteindre les 37 000. Donc c'est quand même un niveau stratosphérique sur le Dow Jones. Donc on a touché les 37 000 et ensuite on est parti faire une correction. D'ailleurs j'ai eu certains de mes élèves et amis qui en ont profité pour faire un short, puisque quand vous avez un élément de contexte comme ça, vous êtes très convaincu que ça baisse, le marché finit par monter et taper en fait des plus hauts historiques. Vous avez certains traders qui viennent agir en fait sur ce type-là de contexte. Voilà. Donc petit clin d'œil également pour Hugo de la chaîne AH Fiscalité et Investissement, avec qui je m'entretiens assez régulièrement, qui a commencé en fait à shorter le Dow Jones vraiment avec un bon timing. Donc bravo à lui. Et donc ici pour moi, pour la suite, ce que je vois, moi, c'est quand même un retour sur cette zone ici. Vous voyez, je lâche pas le morceau. Pour moi, en fait, il y a un atterrissage qui doit être fait. Alors, je vais mettre les petites flèches que vous aimez bien dans cette zone-là. Donc, c'est la zone des 36 000 comme par hasard. Donc, c'est vraiment une zone où pour moi on doit venir et ensuite éventuellement rebondir. Alors, quand je mets cette flèche-là, elle peut également s'enfoncer un peu plus. Hop là, je vais l'enlever. En fait, je voudrais juste, voilà, vous mettre ça parce que il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que je dis non plus. Vous avez des variations de plus ou moins quelques centaines de points sur des actifs comme ça sans problème. Donc on peut venir enfoncer les 36 000 pour ensuite rebondir et continuer éventuellement dans ce range avant de franchir et de rechercher des plus hauts niveaux historiques. Alors attention, parce que on ne va pas tous les jours sur des plus hauts historiques. Ça c'est quelque chose que je dis souvent. Les personnes qui aimeraient retrouver en fait ces niveaux-là assez rapidement, d'abord en fait on va travailler ce niveau-là, les 36 000, un petit peu, puis ensuite revenir sur les 36 500 et ensuite éventuellement revenir sur les 37 000. Évidemment on ira sur les 37 000, je ne peux pas vous dire quand,
Et pour moi, pour l'action du prix, pour l'instant, c'est plutôt cette actualité-là que je vois, étant donné les éléments de contexte que je vous ai également donnés. On va passer maintenant au DAX. Alors le DAX, où est-ce qu'il est? Il est là. Alors le DAX, je vais mettre la barre verticale ici. Donc ça c'est vendredi dernier, comme toujours, le 31 décembre, il y avait la petite analyse. Donc évidemment, moi je voyais un petit retour sur cette zone-là, hein, une petite correction après une belle poussée sur le prix. Alors ça n'a pas été joué de cette façon-là. On est quand même dans un range avec des moments, vous voyez, si on prend un petit peu de recul sur la forme du graphe, sur le DAX, évidemment, c'est pas toujours évident de le trader. En scalping, un peu plus, évidemment, mais quand on fait du day trading, c'est plus compliqué quand même. On a un grand range de 2000 points sur lequel on s'est installé depuis l'année 2021 avec des tentatives où on vient breaker ce range à la hausse. Donc ça c'est un petit peu la big picture. Après moi ci ce que je vois au niveau du prix c'était une correction et la correction n'a pas eu lieu, donc c'est un peu la même chose que pour le Dow Jones. Pour le DAX, est-ce que j'avais des notes? Je vais vérifier. Oui, donc pour le DAX, au niveau de mes notes, effectivement, que j'ai prises, la hausse des prix dans 19 pays ayant adopté la monnaie unique, l'euro a atteint 5%. Nous avions en fait hier l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire en fait l'inflation. Donc vous imaginez plus 5% pour 5% en décembre en première estimation. Donc ça c'est le plus haut niveau historique de l'inflation en Europe. Donc ouais, immédiatement vous avez eu une poursuite des taux obligataires sur le Bund allemand à 10 ans. Qui a fini, je crois, juste en dessous de son plus haut historique depuis mai 2019. Donc c'est quand même un record. Voilà, donc de l'inflation, encore une fois, en Europe également. Je vais étirer le trait. Donc pour moi, en fait, je vois effectivement un retour à minima sur ce niveau pour corriger toute cette grande hausse. Donc un minima sur ce niveau. Et j'avais effectivement donné le niveau en dessous. Pour moi, on devrait également s'y poser éventuellement. Je suis toujours aussi, en fait, enfin, soyez pas étonnés si mon discours n'est pas forcément en phase avec la directionnalité des flèches. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. En fait, je pense qu'il y a des fortes chances qu'on vienne rebondir, soit sur sur ce premier support, pardon, soit sur ce second support. Mais je reste fondamentalement haussier. Les nouvelles qu'on a effectivement de resserrement de resserrement de la politique monétaire côté US et vraisemblablement aussi, bon, on le voit, hein, côté européen. Donc ça va effectivement provoquer des petites corrections assez vives de temps en temps. Donc pour cette année, faut s'y attendre. Voilà, on n'est pas comme dans le même contexte que 2021. Par contre, les politiques des banques centrales sont relativement accommodantes, elles sont assez souples, et l'économie, je ne la vois pas descendre. Ça fait que 3 jours qu'on était sur les plus hauts historiques, donc je n'ai pas du tout un discours alarmiste sur la tendance de fond du DAX, hein, pas du tout. Même ici, en fait, j'étais pas du tout alarmiste. Donc voilà. Donc là, on est sur des plus hauts historiques que je vais représenter. On est quasiment, hein, sur les niveaux plus hauts historiques. Je vais représenter en fait cette barre-là. On va la mettre également dans une autre couleur. Voilà, mettre un rosé comme ça. Ah non, c'est pas là, couleur des bords. Où est-ce qu'il est? Ah oui, c'est ici. Voilà. Ok. Voilà pour le DAX. Donc le DAX, effectivement, peut-être se poser sur les 15 800 ou 15 700, à une centaine de points, je ne peux pas vous dire. Mais bon, voilà, probablement, à mon avis, premier scénario, c'est d'abord un rebond sur 15 800. Si on a une accélération de la baisse, peut-être rebondir un peu plus bas et ensuite revenir sur les 16 000. Et plus haut, et pourquoi pas venir réattaquer les 16 200. Alors, étant donné la volatilité actuelle du DAX, en fait, la volatilité journalière, effectivement, il ne faut pas demander au DAX de revenir sur ses plus hauts historiques là tout de suite. Je pense qu'il faut, si ça se fait, vous voyez, hein, ça se fait en général sur le temps d'une semaine pour éventuellement revenir sur des plus hauts historiques. On voit qu'on corrige quand même beaucoup plus rapidement qu'on ne monte. On va passer à l'actif suivant. Je vous propose de regarder la techno. Alors la techno, je vais me replacer d'abord sur le bon, voilà, la bonne timeline. Au cas où je vais rallonger ce support-là. J'espère qu'on va pas
y aller. Mais ce qui nous saute aux yeux, ce qui nous frappe à première vue, c'est l'intensité de la baisse comparée aux autres actifs, hein. Donc elles ont été pénalisées, les valeurs technologiques sont pénalisées par le taux américain. Pourquoi? Eh bien parce qu'une hausse en fait du taux américain, c'est une hausse du crédit. Vous savez qu'en fait les entreprises technologiques se financent beaucoup grâce au crédit, grâce à l'endettement. Et donc, c'est pas une très bonne nouvelle pour ces entreprises-là du Nasdaq d'avoir un endettement qui va leur coûter plus cher. Et donc, ça vient en fait ternir le bilan de ces entreprises, en tout cas temporairement, voilà. Et ça vient effectivement donner du fil à retordre à l'indice Nasdaq 100. On a touché, après une jolie baisse, vous voyez, sans transition, on a coupé les 16 000, on dirait qu'on parle du DAX, hein. On est quasiment dans un momentum où le DAX et le Nasdaq ont à peu près les mêmes niveaux, avec beaucoup plus quand même de volatilité sur l'ami Nasdaq américain. Étant donné les craintes sur les marges de ces entreprises-là, on est allé chercher le bas du canal, hein, qui est aux 15 700 points. Pour moi, c'est quand même un support assez intéressant, assez important, qui fait qu'on devrait normalement corriger. On devrait corriger pour retourner tranquillement sur les 16 000. Donc ça, c'est mon scénario de prédilection. Vous voyez quand même, on a fait sur un support comme ça qui est assez important, quelques touches, hein, d'abord début décembre, ensuite mi-décembre, fin décembre, avant d'avoir une magnifique accélération pour pratiquement aller sur les plus hauts historiques. Alors, on y a été sur le SP500, on y a été sur le DAX, sur le Dow Jones, on n'y a pas été sur le Nasdaq. Mais c'est pas mal, et ensuite une belle correction. Donc pour moi, un retour sur les 16 000 serait assez logique. On va passer sur le Bitcoin maintenant qu'on a terminé avec les indices. Alors, Bitcoin. Alors, sur le Bitcoin, je vois pas très clair, hein, a priori, étant donné les flèches. Alors, on va se positionner. Donc, nous sommes samedi, vendredi. Je l'ai fait, ouais, c'est ça. Un vendredi, de toute façon. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Effectivement, ce rebond n'a pas eu lieu. Pour moi, en fait, tout simplement, si le marché action baisse, très souvent vous avez une, enfin en tout cas pas tout le temps, mais souvent vous avez une corrélation entre les marchés spéculatifs à risque et le marché de la crypto qui est également spéculatif et également à risque. Sauf que c'est décuplé, c'est x100, voilà. Et quand vous avez une petite baisse de 1%, souvent sur le Bitcoin c'est une baisse de 10%, 15%. Donc là on va voir combien on a baissé sur la semaine. On a fait quand même une jolie baisse, voilà, 16%. De baisse pour le Bitcoin. Alors on arrive sur un nouveau support. Pour moi, j'espère que je ne me tromperai pas cette fois-ci. Ici j'avais effectivement vu une correction, un rebond de ce côté-là, un rebond. Et ici je pensais qu'on allait vraiment toucher les 40 000 en premier lieu, ce qui n'avait pas été le cas. On avait vraiment très largement rebondi. Alors effectivement, ce serait pas mal d'avoir quelque chose de ce genre-là. Alors il y a également quelque chose que j'ai expliqué, hein, sur mon Twitter, le niveau d'illiquidité du Bitcoin. Vous voyez en fait ce graphique-là, avec donc en orange le niveau en fait d'illiquidité du Bitcoin que je vais expliquer. Et en gris, vous avez le prix de l'actif, la cotation du Bitcoin à l'instant T, donc jusqu'à janvier 2022. Le niveau d'illiquidité, ça vous donne en fait la somme qui est conservée dans des wallets froids, c'est-à-dire en fait sur des... vous avez deux façons de stocker du Bitcoin, soit en fait où l'argent en fait il est stocké sur un exchange, c'est-à-dire sur un site internet qui stocke vos Bitcoins et vous pouvez soit trader avec, vous pouvez les vendre, les acheter de façon assez dynamique. Un clic suffit, vous vendez, vous achetez. Par contre, si vous avez sauvegardé votre Bitcoin sur un wallet froid, c'est-à-dire déconnecté, pas sur un exchange, mais sur une clé USB, par exemple, sur votre ordinateur dans un fichier, alors effectivement, si ça n'est stocké que là, eh bien votre Bitcoin n'est pas liquide, n'est pas sur le marché. Et on voit en fait que le nombre de Bitcoin, la somme monétaire illiquide, en fait, elle augmente. Ça veut dire que le nombre de bitcoins qui sont stockés sur des wallets froids augmente, et donc ces bitcoins là ne sont pas disponibles pour être tradés, revendus, etc. Quand on a un actif qui baisse, le niveau d'illiquidité qui monte, on va avoir un problème. C'est-à-dire que à un moment donné, quand il va y avoir une très forte demande en bitcoin et qu'il n'y a pas suffisamment de liquidité sur le marché, ça peut faire en fait exploser les prix. C'est ça que juste une observation très simple que je voulais donner à ce sujet. Donc attention effectivement à ce manque de Bitcoin là, ce manque de liquidité sur le marché
qui pourrait peut-être créer un appel d'air si la demande évidemment revenait. Voilà. Et j'en profite effectivement pour vous inviter à me suivre sur Twitter. Alors après le Bitcoin, effectivement, j'ai oublié de traiter le CAC 40. Vous voyez, il n'était pas dans mon radar. CAC 40, pas grand chose à dire, hein. C'est que il a fait quand même une magnifique année 2021 et il a pas mal, il a bien attaqué 2022. Pour moi, effectivement, il devait descendre, corriger, rejoindre éventuellement le seuil des 7000. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté aux 7400 et là il a plutôt tendance à revenir sur les 7200 pour une consolidation. Là, difficile à dire, pour moi éventuellement peut-être un retour légèrement en dessous pourquoi pas revenir. Voilà, donc il a quand même en termes de baisse fait moins que ses copains. Voilà, donc un 2,82, quasiment 3% de baisse depuis les derniers plus hauts, hein, j'entends, sur la semaine, c'est neutre. On n'a rien perdu, rien gagné. On est quand même allé chercher 200 points sur des plus hauts, ce qui est quand même pas mal sur un actif comme celui-ci. Et enfin, il reste un actif, c'est celui de l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, je me recale ici. Pour moi, on avait terminé de tester ces zones-là et on devait remonter. Donc on voit qu'on a encore eu du travail, de la consolidation sur cette zone-là, que je pourrais d'ailleurs en fait représenter. C'est quand même une zone assez importante du coup. Le prix s'y est posé souvent et donc pour moi c'est pareil, tendance plutôt haussière. On a un peu du mal à s'extraire de cette zone-là. Donc on va réviser notre objectif à la baisse et dire voilà, plutôt un objectif sur les 1,14 à court terme pour quelques jours. Voilà, c'est à présent terminé pour votre analyse marché. Je vais vous donner quelques news, quelques nouvelles concernant les ateliers de programmation, en fait l'atelier de programmation. Je vous avais promis effectivement qu'il allait sortir fin janvier. Alors normalement, si je regarde mon calendrier, il est probable que ça sorte entre le 15 et le 17 ou 18 janvier. Voilà, donc ça veut dire dans une semaine et quelques jours. Normalement, ça devrait sortir, tout est prêt. Le site est prêt, je veux dire le cours il est prêt, il est monté, il est déjà bien structuré et c'est ok. J'ai déjà eu, j'en remercie par la même occasion la personne qui m'a donné un feedback sur ce cours. Donc voilà, le feedback est fait. La personne a beaucoup apprécié ce cours, donc c'est parfait. Donc je pense qu'on est ok pour le lancer. Et je vous communiquerai en tout cas tout cela par email. Hein. J'enverrai un petit email pour vous prévenir de ce cours, de ce qu'il contient. Et également, je publierai sur le site tout le détail pour connaître un peu le sommaire, quels sont les objectifs du cours, à qui il s'adresse, qu'est-ce que vous trouverez à l'intérieur du cours et toutes sortes de choses. Voilà, et également un mot à propos de intraday graph. Donc je travaille sur une V4, mais d'abord en fait la V3. La V3 est sortie courant novembre, elle a donné d'excellents résultats déjà à ce jour. Hein. En fait, depuis que moi cette V3 je l'ai sortie, je l'ai finalisée en septembre, et depuis septembre effectivement on a eu pratiquement que des bons résultats. Tout ça pour vous dire effectivement que la V3 a ouvert avec une position gagnante. Hein. On a fait une cinquantaine de points ce jour sur 2022. Alors ça fait effectivement qu'une seule position depuis 8 jours, mais c'est le robot qui fonctionne ainsi. Donc quand vous avez des marchés qui commencent à devenir très très élevés, le robot s'arrête de travailler justement pour sauvegarder éventuellement les gains et pas se retrouver piégé sur des positions perdantes, sur des plus hauts de marché. Alors pour la V4, c'est juste une petite information pour vous dire que la V4, il y aura plus de contrôle des variables par les utilisateurs. Vous allez pouvoir en fait contrôler, vous amuser avec les backtests, vérifier plus de choses. Donc ça c'est une réelle volonté de vous former. C'est exactement dans la même veine que les cours de programmation pour real-time sur les indicateurs et les screeners. Le but c'est de vous donner plus de contrôle, plus de compréhension sur cette mécanique-là du robot, maîtriser parfaitement votre money management. Également, donc je vais rajouter un stop suiveur assez fin pour pouvoir lisser la courbe de gain, ce qu'on appelle l'equity curve, lisser cette courbe de gain et qu'elle soit le plus confortable possible. Donc voilà, donc ça c'est un travail qui est en cours, et amélioration du money management pour un pilotage plus fin également. Le money management étant le pourcentage de risque, la couverture, le capital, j'en passe, le niveau de break-even, je veux dire la précision du stop suiveur, toutes sortes de choses en fait. Tout ça, ça va vous être offert dans cette V4. Alors elle n'est pas du tout développée, hein. On commence à
à l'étoffer petit à petit. Donc voilà, j'espère vous la proposer prochainement. Je ne promets pas de date pour l'instant, je n'annonce rien, mais nous y travaillons. Voilà, cette vidéo de marché est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, des commentaires, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!